Alors, bonjour à tous. Je vais vous mettre comme d'habitude une petite vérification d'usage. On va attendre que les dernières personnes arrivent et on va commencer sur ce webinaire qui a pour titre aujourd'hui comment se préparer pour les marchés de 2023. On va voir du coup les différentes classes d'actifs qu'on a déjà vues jusqu'à aujourd'hui et essayer de déterminer euh, comment construire un portefeuille autour de ces produits. Bien sûr, on va voir ce qu'on a déjà vu, les indices, on ira voir du côté des matières premières avec le gold, le pétrole, et on ira voir aussi au niveau des cryptos. Alors, normalement, je vous ai activé le chat numéro. Comme ça, tout le monde peut participer. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et comme ça, je peux voir, je n'ai pas accès au stade des vidéos fiches. Du coup, on va faire toute cette vidéo sur MP4 parce que c'est surtout de l'analyse graphique, mais un petit peu plus long terme, puisque au lieu d'analyser en mode scalping comme on le fait d'habitude, on va analyser en mode comment on peut essayer de voir comment l'année 2023 doit se passer et quelles sont les grandes questions économiques qu'on peut se poser, en tout cas à mon sens. Normalement, tout le monde devrait déjà être arrivé. Je revois certains pseudos que je vais voir. Merci d'être toujours aussi nombreux sur le webinaire. Voilà. Ah, voilà. Ouais, si on peut commencer par le Dow Jones, qui est mon indice préféré, même si, quand même, on va se faire aussi le SP500. Alors, ça c'est pas mon préféré, le SP500, pour le trader sur Onify parce qu'il est un peu cher. En revanche, pour le long terme, je pense que ça peut être intéressant de le regarder. Hop. Du coup, c'est dommage hein, qu'on ait baissé aujourd'hui. Je pense que c'est surtout parce que le marché attend difficilement mieux par la suite. Parce qu'on a eu des bons chiffres aujourd'hui. Et alors, là, je peux vous mets un petit tips entre deux avant éventuellement d'oublier. En gros, quand vous avez une statistique, bien sûr, dans l'idée, très basique, mieux elle est, surtout mieux elle est que ce qui est attendu. Si c'est encore mieux que le mois précédent aussi, bah, c'est génial. Plus le marché devrait réagir de façon positive. En revanche, ça arrive parfois, on a une stat extraordinaire, super bien, et que le marché se dit, parce que le marché est toujours en anticipation, ok, on a ce chiffre, mais il est tellement bon qu'on aura un chiffre forcément moins bon à la prochaine publication, et du coup, le marché se met à baisser. C'est assez rare, mais ça arrive. Du coup, on est sur le petit SP500. Si on regarde, c'est une petite courte rétrospective de 2022. Là, sur le SP500, 2022, c'est pas sa meilleure année. Puisqu'on voit qu'il est passé de à chaque fois, ça me fait rire, c'est horrible pour un webinaire, pas trop. On est passé en gros de 4008 à aujourd'hui 3008, ce qui fait 1000 points de différence, ce qui est énorme pour le SP500, alors que sur d'autres jeux, on a un bilan quand même un petit peu plus positif. Donc le SP500 un peu plus à la peine. On va regarder très rapidement pour comparer avec le Dow. Ouais, je pense qu'on peut supprimer
Je vous laisse faire un petit screenshot là. Mettez pause et prenez un petit screenshot parce que c'est vrai que les niveaux qu'on avait tracés ensemble sur le Godwin, ça fonctionnait bien. Mais on le refera ensemble pour l'année prochaine. Je pense que ce sera l'un des cours qu'on peut faire ensemble. Du coup, hop, regardons un peu ce qu'on a eu. Voilà, donc on est à 36, on finit à 33 en gros. Vous voyez que c'est quand même le bilan. On perd 3000 points, c'est-à-dire un petit peu moins de 10% sur ce marché, sur Dow Jones, alors que de l'autre côté, on perd 1000 points sur quelque chose qui vaut 4008. Donc, on peut en conclure déjà que, pas oublier, Dow Jones, 30 plus grosses capitalisations américaines, SP500, les 500 plus grosses. C'est donc les grosses capis, elles ont bien réussi en 2022 par rapport aux capitalisations un peu plus moyennes, parce qu'il n'y a pas de petites capis dans le SP500, il y a quand même que des grosses. On est aux États-Unis et du coup, ils ont énormément d'entreprises. Pour avoir les petites capis, il faudra aller du côté du Russell 2000, par exemple. Il y a un autre indice qui, du coup, c'est 2000 plus grosses. Et là, on a des capis un petit peu plus modestes. SP500, c'est quand même 500 plus grosses. Il y a quand même des gros trucs, même s'il y a quelques boîtes un petit peu exotiques que personne connaît, dans nos usages quotidiens, alors que celle du Dow Jones, on les connaît quasiment toutes. On en a déjà entendu parler, on a vu un logo. Du coup, sur le SP500, on peut donc définir que les capitalisations moyennes ont été beaucoup plus massacrées cette année que les grosses capitalisations qui ont bien tenu. Donc ça, c'est un premier point. On peut se dire, comme je vois pas 2023 s'améliorer, je vois plus 2023 sur le marché action, en tout cas, commencer difficilement et finir plus positivement. Et je pense qu'au niveau des moyennes entreprises, ça va être beaucoup plus dur pour elles que pour les grosses entreprises qui ont déjà en fait anticipé un petit peu ces chiffres et qui s'en sortent beaucoup mieux. Attention à noter quand même, la tech, le secteur de la tech, on a vu à partir du second semestre 2022, qui est beaucoup plus à la peine. Donc voilà, par rapport à ça, voilà ce qu'on peut en déterminer entre la différence SP500 et Dow Jones. Bien sûr, c'est des conclusions un petit peu rapides, mais je vous invite derrière à faire vos propres recherches et aller plus loin pour améliorer votre compréhension du marché. Parce que là, on ne peut pas voir ça en 40 minutes. C'est beaucoup trop court. 40 minutes, en fait, on pourrait faire un produit en détaillant les 10 secteurs de ce produit. Moi, c'est de vous donner des pistes de travail et de réflexion, déjà pour vous faire progresser. Bonne résolution 2023. Et pour essayer de voir, pour ceux qui ont un petit peu moins de temps, leur donner des idées et que vous pouvez essayer de construire par vous-même. C'est ça le plus important. Parce que si à chaque fois vous avez besoin de moi pour faire du trading, ça, c'est pas du tout ce que je fais. C'est pas du tout une formation. Une formation, c'est pas de vous rendre dépendant au webinaire de Benjamin, c'est de vous rendre autonome face à ça. Et qu'à la fin, si on a réussi notre mission, que plus personne ne regarde le webinaire parce que c'est bon, ou alors limite, on regarde le webinaire pour juste être sûr et se confirmer qu'on a fait la bonne analyse. Et encore une fois, j'ai pas tout le temps raison. Voilà, pour aussi confronter les idées. Pas comme driver pour Benjamin, il va tout faire à notre place. Ça, c'est pas du tout le but. C'est que vous soyez autonome. C'est très important. Que quand vous faites du trading, je suis pas là à vous dire achète-vend, je suis pas là à vous prendre la souris par la main, faire votre trade. C'est vraiment essayer de réfléchir par vous-même, parce que de toute façon, c'est ça sur lequel temps. J'ai même pas légalement le droit de le faire à votre place. Donc comme ça, on est fixé. Donc, notre SP500, voilà. On a vu que globalement, il a bien baissé, mais comme on ne va pas le trader, on va juste garder cette petite analyse. Différence SP500 Dow Jones, ça nous ira très bien. Sur le dos, on voit qu'on a quand même du coup un bilan positif. Et qu'est-ce qu'on peut voir pour début 2023? Il faut savoir déjà, premier petit tips que je vous invite à vérifier et à
comment dire, à stater par vous-même, pas très compliqué, pour avoir le plus de data possible et comment dire, le plus de précision sur vos analyses. On verra après. J'ai des petits documents sur le Forex que je pourrais vous montrer, qui vous montrent un petit peu comment je fais les statistiques sur ces produits et comment on peut essayer de faire des analyses un petit peu plus poussées, un petit peu plus statistiques, pour déterminer en fait des tendances et de comment fonctionne le marché. Je vous montrerai après. C'est un document un petit peu ancien que j'avais fait, mais qui restait dans cette mouvance en fait. Quand je vais, je ne vais pas spoiler, c'est un lien qui sera pas visuel. Du coup, Dow Jones, il faut savoir, c'est ce que je voulais dire, qu'en général, les 15 premiers jours de janvier sont positifs. Donc, moi, vous allez le voir par la suite, j'ai un regard un petit peu négatif sur le premier semestre 2023. Je mets de côté ces 15 premiers jours de janvier, parce qu'en général, on ne fait que monter. C'est-à-dire que les investisseurs reviennent après Noël, après les fêtes, et du coup, ils arrivent avec souvent de nouvelles poches d'investissement qu'ils ont reçues, soit fin 2022 qui n'était pas encore arrivé, soit début 2023 avec des bonnes résolutions. Il faut savoir qu'il y a 2 rentrées dans le marché financier, un petit peu dans notre vie. Il y a la rentrée scolaire de septembre, qui du coup est un driver important d'investissement aussi, puisque c'est là où on a des nouveaux fonds. Ça correspond un petit peu, si on fait une analyse un petit peu sociologique, où on a nos bonnes résolutions, c'est toujours septembre, qu'est-ce que je vais faire pour cette nouvelle année, et janvier. Donc, il y en a plein qui disent, allez, cette année, je me mets à investir un petit peu plus, je commence à investir, et il y a beaucoup de flux financiers entrant dans les marchés financiers au début du mois de janvier et au début du mois de septembre, chaque fois. Ça arrive que parfois ce soit négatif, mais globalement, c'est ça. Donc, du coup, on va exclure ces 15 premiers jours de janvier, qui sont globalement toujours positifs, pour se concentrer sur en gros, c'est jamais millimétré, hein, ça peut être le 13, le 16, le 17 janvier, jusque à peu près début mai. On va voir après pourquoi. Donc, je pense que les marchés vont être un petit peu à la peine puisque on va avoir les résultats un petit peu plus prononcés de cette hausse de l'inflation qui n'est pas totalement compensée par la hausse des salaires. On a vu aux États-Unis dans le précédent webinaire que ceci c'est moins accentué, c'est de l'ordre d'un gap entre 1,5 et 3% aux États-Unis, alors que en France et en Europe, on va être plutôt sur une hausse de salaire peut-être de 3-4% avec une inflation autour de 10%. C'est un gap qui est 2 fois plus important, parce qu'on est plus autour des 6%. Donc, très, très important. Et on le voit en France, on ne parle pas d'augmenter le SMIC de 10%. Pas du tout. Donc, il va y avoir beaucoup de souffrance par rapport à ça, beaucoup de souffrance économique et aussi, malheureusement, pour la vie des gens qui ont des salaires les plus modestes. Et j'en suis désolé. Et du coup, ça va avoir un impact non négligeable sur l'économie. Le temps, en tout cas, ces premiers mois, soit un petit peu décevant et qu'on mette un petit peu les curseurs. Alors, ce que je vais vous dire, c'est un petit peu l'antithèse de ce qu'on a d'habitude sur un marché. Ou alors, bien sûr, on a toujours en fait le marché qui monte du 1 au 15 janvier, le marché qui a la peine du 15 janvier à peu près jusqu'à mi-mars, et après de mi-mars à mai, ça fait que souvent mois de mars, mois d'avril, mois de mai, c'est des mois très très positifs en général. Moi, je pense que ça va être plutôt des mois de consolidation où on va être un petit peu plus hésitant sur les marchés parce qu'on va devoir régler ces problèmes d'inflation qui vont être élevés. Et on va avoir, en fait, surtout, il ne faut pas oublier que l'économie, c'est quelque chose qu'on analyse avec du retard. On a des données en retard. Là où avec, c'est-à-dire qu'on a un effet rétroviseur, regarde ce qui s'est passé.
Là où avec la bourse, on a plutôt la longue vue, on essaie d'anticiper ce qui va se passer. C'est une petite pause pour regarder s'il y a des questions. Ouais, bah, globalement, okay, j'ai déjà répondu aux questions que vous pouvez poser dans le chat. Du coup, je pense que ça va consolider dans le premier mois de 2023 pour régler ces problèmes. Et à partir de mai, on va avoir un petit changement. Pareil, on va rester un petit peu plus stable de mai à août. Mai à août, en fait, c'est la période de dividendes. C'est là où on a les plus gros dividendes des plus grosses entreprises. Alors, bien sûr, il y en a toute l'année, mais la grosse période, c'est mai-juin, un petit peu août. Et on a aussi une bonne période en décembre, à noter. Donc, les marchés devraient stagner un petit peu pendant cette période de dividendes. Il faut savoir que la période de dividendes, en général, sauf dividendes exceptionnellement hauts, le marché a tendance à un petit peu baisser parce qu'une fois que les dividendes sont distribués, les investisseurs ont moins de mal à vendre leurs actions une fois qu'ils ont touché le fameux dividende. Et que à la fin de l'année, on risque d'avoir un marché bien plus positif puisqu'on aura les effets, comme je l'ai dit, rétroviseurs, de 6 mois d'économie qui sera en train de construire, et ben on aura les effets 6 mois plus tard. Voilà un petit peu comment je vois ce marché. On va essayer de déterminer très rapidement dans quel range pourrait se situer ce Dow Jones. Au vu des informations qu'on a aujourd'hui, je le vois mal aller plus bas que ces fameux 29 000, on voit la 28 600. On pourrait consolider dans cette zone-là, mais aller plus bas, ça me semble aujourd'hui un petit peu exagéré. Mais bien sûr, on aura d'autres webinaires pour voir, analyser en direct, parce que il y aura de très mauvaises nouvelles et c'est pas impossible qu'on aille vers les 26 27 000, vers cette zone-ci. Donc, je le vois bien rester dans cette zone avec peut-être une petite incursion, là, début janvier, qui vient chercher par ici. Le marché consolide un peu toute l'année et en mai, commence à se stabiliser jusqu'en août et repartir en septembre vers des niveaux plus hauts, une fois bien sûr qu'on aura corrigé tous ces problèmes. Est-ce que ça vous semble clair déjà? Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à en parler avec votre account manager Aeronautics qui après me fait un compte rendu, me dit tiens, j'ai eu des questions là-dessus, est-ce que tu peux faire ce webinaire? Et notamment, ce type de webinaire, c'est vous qui l'avez choisi. Donc, vous voyez, j'essaie de m'adapter et faut pas s'inquiéter. Et je sais, je vous prépare aussi pour 2023 un webinaire sur le Forex, ne vous inquiétez pas. Du coup, je pense qu'on a fait une bonne vingtaine de minutes sur le marché action. Vous pouvez faire à peu près la même analyse sur le marché action européen avec toujours un petit peu plus de pessimisme où on pourra aller chercher des niveaux un peu plus bas. Là où en gros, peut-être ça, ce serait le niveau moins du Dow Jones, peut-être qu'on pourrait aller chercher, voilà, peut-être à 11 500 sur le DAX parce que c'est quand même pas les mêmes problèmes. À voir. Ça, faut vraiment corriger. C'est des marchés que je traite un peu moins parce que comme on l'a vu dans le précédent cours ensemble, c'est des marchés que j'apprécie moins parce qu'ils sont globalement plus difficiles et un petit peu moins généreux que les marchés actifs américains. Ensuite, on peut faire le gold. Bon, on va le laisser charger. À voir. C'est peut-être moi qui n'ai pas le bon graphique. Il a changé de nom. Spot gold. Voilà, on va prendre celui-là. Pareil. Alors, ça, je pense que c'est un faux flux. Oui. Ça, faites attention, ça arrive parfois chez n'importe quel courtier, même chez Bloomberg, Reuters, tout ça, qu'on ait des faux flux. En fait, c'est que le graphique, il fait ça et en fait, il a jamais fait ça et c'est juste un petit bug informatique.
Du coup, sur le gold, j'ai envie de vous dire un peu même constat que sur le dos, parce que vous vous souvenez, comment fonctionne le gold en ce moment? Ça, je vous l'ai expliqué, mais je vous le réexplique. Le gold, dans ce type de marché haussier, ça fonctionne vraiment maintenant parce qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. On va dire, c'est une nouvelle mode, on va dire, qui a commencé, je dirais, comme ça, en 2016-2018, quelque chose comme ça, où quand les marchés actions montent, je l'ai dit plusieurs fois, les marchés, enfin, le gold monte aussi pour couvrir. C'est-à-dire que on est sur des niveaux de marché tellement hauts qu'on se dit, dans le doute, j'achète des actions parce que c'est ce que mes clients ont demandé. On n'a pas forcément trop le choix. Pour la part des fonds, je ne choisis pas. Hein. Ils investissent en actions parce que c'est des fonds actions et c'est ce qui est le plus populaire au niveau du commun des mortels. Même moi, quand j'étais en entreprise, on me proposait des fonds, les fonds actions classiques. Et on peut faire que acheter, ils n'ont pas le droit de vendre. Donc, pour se couvrir de cette probabilité qu'on ait une grosse baisse tout d'un coup parce qu'on est très haut, plus on est haut, plus la descente va être rude parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu une grosse consolidation. On a eu un petit peu avec le Covid, mais c'est remonté tellement vite qu'on pourrait dire que c'est limite de l'ordre du flash crack. En gros. Alors non, parce que ça n'a pas duré une journée, mais c'est remonté très très vite et très très vite. Du coup, à chaque fois, quand on paye des actions, par la même occasion, on achète du gold et on se dit, OK, j'ai mon pack d'actions, mais j'ai mon gold. Si jamais mes actions tombent fortement, mon gold va exploser. En revanche, on l'a vu, si les actions baissent doucement, le gold va baisser doucement aussi parce qu'il va suivre cette allocation d'actions. Il va être très corrélé sur les petits mouvements et il va être très décorrélé sur les petits mouvements. Corrélé, décorrélé, c'est ce qui va suivre dans le même sens et ce qui va suivre dans le sens inverse. Du coup, le gold, comme on l'a vu, je pense qu'on va avoir des marchés qui vont pas être transcendants début d'année. Donc, en fait, le gold devrait rester dans son range et baisser un petit peu moins que les marchés actions parce que avec cette inflation, le gold continue à grappiller un petit peu plus que les actions avec son phénomène de rareté. Mais du coup, l'or va baisser un petit peu moins. Donc, on peut se dire, on prend ce niveau-là de 1620, 1620, ouais, et peut-être qu'on ira vers le haut de ce range. Peut-être qu'on pourrait retourner vers 1650. Un petit peu mieux que sur les marchés actions US, où on aura le niveau plus ou moins parfait. Et sur les marchés actions européens, où on va aller un petit peu en dessous de ces niveaux. Voilà un peu comment on peut avoir des débuts de pistes de réflexion. Je vous laisse, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, je fais pas attention, je suis pas mon truc. J'envoie un petit peu comme un professeur. Si vous avez des questions, je vous laisse une petite minute, comme ça je retrouve 6 minutes. Voilà, n'hésitez pas. C'est vrai que je débite vite, et du coup parfois vous prenez des notes, je le sais, et vous n'avez pas le temps forcément de poser des questions. Alors, pourquoi Ok. Est-ce que pour le CAC 40, j'ai la même analyse que pour le DAX? Alors oui, il y a quelques années, j'aurais été plus positif sur le DAX. Là, c'est même analyse parce que l'Allemagne est aussi à la peine que la France. À noter, bien sûr, comme on l'a vu dans le webinaire, où on apprend à calculer les produits. Euh, sur le DAX, les dividendes, n'oubliez pas, sont réinvestis. C'est-à-dire que le DAX, toute chose égale par ailleurs, aura beaucoup plus de chances de monter que les autres produits parce que son mode de calcul est différent. Donc voilà, donc même constat économique, et d'un point de vue trading, DAX sera toujours un petit peu mieux que
que les autres marchés actions européens, dès lors que son mode de calcul est différent. Il y a plus tendance d'aller à la hausse, puisque si on a d'un côté la somme des actions pondérées sur le CAC 40 et les autres, et d'autre côté, on a cette même somme, mais on rajoute les dividendes, le fait de mettre du plus ne va jamais nous faire baisser, hein, jamais. Jusqu'à aujourd'hui, on a vu les taux négatifs, mais les dividendes négatifs, je ne connais pas, et je ne sais même pas si c'est légal. Donc ça me paraît hautement improbable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ces questions sur le gold, j'ai déjà répondu. OK. Du coup, on passe à notre analyse qu'on peut essayer de faire sur le pétrole. On a pris le WTI, on peut prendre à côté le Brent. Le gaz naturel, on ne le fera pas parce que je ne connais rien. Voilà. Et après, on terminera par un peu moins de 10 minutes sur les cryptos parce qu'on en a parlé dans un webinaire il n'y a pas si longtemps. Du coup, déjà, on va regarder un petit peu ce spread qu'on a, cette différence entre le Brent et le WTI. À savoir que le WTI, quand j'ai commencé le trading en 2010, ça valait, il y avait un premium au WTI par rapport au Brent. Hein. Le WTI était plus cher. Donc là, il y a quand même un gap assez important. Parfois, il se resserre un petit peu plus suivant les productions. Donc WTI, c'est le pétrole américain, le pétrole de schiste. Et le Brent, c'est le pétrole de la mer du Nord. Du coup, si on regarde sur le Brent, on a commencé l'année là où on la termine. J'avoue, j'aurais pas pensé. J'aurais pensé qu'on avait commencé un petit peu plus haut. C'est vrai que j'étais parti plus vers ces prix-là. Donc, année flat sur le Brent, même si on voit qu'on a été quand même très au-dessus de l'ouverture, puisqu'on ouvre quasiment sur ces prix-là de 82 $. Sur le Brent, pareil, on va avoir à peu près la même analyse qu'on a pu avoir sur les marchés actions américains, puisque le Brent est quand même un des indicateurs de santé économique. Malheureusement, plus on consomme de pétrole, plus il y a de production, et du coup, plus les marchés actions ont tendance à monter. Quand bien même un prix du pétrole bas est positif pour les entreprises parce qu'elles forcément elles font plus de bénéfices. Bien sûr, on met de côté les entreprises producteurs et exploiteurs de pétrole. Les entreprises aiment profiter d'un pétrole bas, mais malheureusement, c'est quand le pétrole est haut que le marché est bon. Donc, on va avoir un petit peu le même constat avec une perspective un petit peu plus à la hausse parce que je vois pas les marchés ouvrir les vannes, sachant que on peut dire que même le pétrole a baissé, parce que même s'il n'a pas baissé d'un point de vue graphique, avec l'inflation qu'on a eue cette année, aux États-Unis, c'est entre 5 et 6%, 82 $ de début 2022, c'est pas 82 $ de fin 2022. Ça, faut pas l'oublier. Et que, du coup, on peut faire beaucoup moins de choses avec ces 82 $, à peu près du coup 6% de moins. Donc, ajusté à l'inflation, le prix du pétrole a quand même pas mal baissé d'environ 5-6%. C'est vraiment à noter, ça. Du coup, ce petit rattrapage du coup que peut faire le pétrole l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il va se corriger un petit peu plus en inflation. Et c'est là où je vous dis pourquoi le pétrole, et c'est le même constat pour le WTI, pourquoi le pétrole a plus de chances
et terminer avec une note un petit peu plus positive que les marchés actions parce qu'il va corriger ce petit manque d'inflation dont il n'a pas profité en 2022 ou en tout cas pas en fin d'année. On voit qu'on est sur les plus bas de l'année. Je regarde vite fait sur les questions. Donc oui, comme je disais, hein, c'est pourquoi le pétrole, il valait, on me pose la question, pourquoi il valait moins, le pétrole américain valait plus cher que le pétrole de la mer du Nord il y a 10 ans. Parce que tout simplement, il y avait beaucoup moins de pétrole de schiste et on avait beaucoup plus de mal à le produire, simplement. C'est beaucoup plus compliqué et la technologie s'est bien améliorée parce que le pétrole de schiste, c'est assez récent et du coup, en diminuant les coûts d'exploitation, on a pu diminuer les coûts de vente et du coup être beaucoup plus compétitif parce que il y a 10 ans, les Américains sont premiers producteurs de pétrole et aujourd'hui, les Américains sont premiers exportateurs de pétrole. Toujours, retire ce que je dis, une bêtise. Il y a 10 ans, les Américains sont les premiers consommateurs de pétrole. 10 ans plus tard, les Américains sont les premiers producteurs et exportateurs de pétrole. Alors, c'est pas vrai tous les quarters, mais globalement, ils ajustent un petit peu leur vague comme ils veulent, mais en gros, 9 mois de l'année sur 12, c'est plus gros producteur, plus gros exportateur. Et du coup, pour exporter, quand on est moins cher que le concurrent, d'autant plus que maintenant, extraire du pétrole de schiste, ça coûte moins cher qu'extraire du Brent. Du coup, c'est normal qu'ils s'expliquent un discount, tout simplement pour voler des parts de marché aux pays arabes. Hein. OK. Du coup, j'ai envie qu'on termine. On se fera, vous inquiétez pas, début 2023, je vais vous programmer une séance sur le Forex. Mais je vous propose de terminer du coup avec ces cryptos, cryptos qui sont à la peine aujourd'hui et on l'avait vu la dernière fois. Donc du coup sur le marché crypto, enfin, on a plutôt un retour catastrophique. Supprimez cette prénom parce que c'est pas un moment, je préfère. Puisque début 2022, en gros, on commence avec Bitcoin, on va dire 45-50 000 $ et aujourd'hui, il est à 16 000 $. Du coup, une énorme baisse et cette baisse, je pense qu'elle va continuer. On devrait consolider vers le haut de ce range-là. Vous vous souvenez, les niveaux jaunes montrent un peu des points pivots parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les points les plus bas, là, qu'on a à 3 000 $. On n'en est pas là. Le marché s'est tellement démocratisé. Il y a beaucoup plus d'utilisation. Par exemple, en France, ça peut paraître fou, mais il y a plus de porteurs de crypto-monnaies que de porteurs d'actions. Faut pas l'oublier, ça. Hein. En France, en tout cas. Et c'est vrai dans beaucoup de pays. Pas aux États-Unis, pour le coup. Mais donc, ça me paraît hautement improbable qu'on vienne chercher ici. En revanche, ça me paraît nettement possible qu'on vienne chercher soit vers le haut là, vers 12 000, soit vers le milieu, en gros, entre 8 et 12 000, le marché a des chances de bien chercher ces prix-là. Le temps qu'on règle les dernières liquidations, parce que comme on l'avait vu avec FTX, plein de sociétés qui vont être en très grande difficulté et qui vont elles-mêmes se faire liquider. Et en se faisant liquider, on vend au marché les cryptoactifs qu'ils ont pour rembourser les dettes. Et du coup, le marché tombe. Comme le marché tombe, ça entraîne de nouvelles liquidations. Bien sûr, ça va pas faire Bitcoin 0 $. Et à un moment où ça va s'arrêter, où le prix va être tellement attractif qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont rentrer dessus. Mais voilà, peu probable que ça aille vers les 3 000 $.
Ok, pas de questions. C'est vrai qu'on a fait le webinaire sur Bitcoin il n'y a pas si longtemps. Donc, vous êtes quand même, on va dire, aguerri sur ce nouveau produit et vous connaissez déjà pas mal. En revanche, une fois qu'on aura allé chercher ces niveaux, je pense qu'on ne va pas rester très, très longtemps dans cette zone. On voit à chaque fois qu'on nous prenne, derrière, on repart assez vite. On va repartir assez vite. Les prochains paliers, quand même, sur Bitcoin, si on baisse, seront le premier palier, là, autour des 15 000 $, c'est 16, mais pour faire simple, on va dire 15. Après, ça va être 20, 21. On a un autre palier ici, là, qui est important. Ce palier est très important parce que ça, c'est juste avant FTX. Vous avez le marché qui commençait à remonter et qui, du coup, profitait de la fin du pic d'inflation américaine. Donc, là, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent acheteurs et qui vont sortir parce qu'ils auront énormément souffert avec un Bitcoin bas. Donc, ces premiers points-là, à 15 000, à 20 000, vont être faciles à passer. Celui-là, il y aura quand même un petit retour là sur cette zone, ça va être un peu plus compliqué. Par la suite, on a le niveau autour des 33 000. Donc, sur ces niveaux-là, pareil, ça va être compliqué, mais ça va pas être si dur que ça parce qu'on n'était pas dans un marché où, quand on était à 33 000, on était quand même sur un marché un petit peu plus hésitant et c'était pas tout le monde de « Oh, Bitcoin, 33 000, je vends ma maison et je vais tout. » Contrairement à Bitcoin 20 000, 33 000, il n'y avait pas une euphorie à l'achat aussi grosse. Et après, on pourrait retourner vers les niveaux de 40 000. Alors ça me semble hautement improbable. Donc 2023 sera plus vers 2024, fin 2024, je pense. Mais c'est pas impossible. Donc du coup, qu'on commence par baisser les 6 premiers mois sur cette zone, qu'on revienne consolider rapidement vers les 20 000 et peut-être qu'on fasse une incursion fin d'année sur les 30 000, mais je serai plus réservé sur mon analyse de fin d'année. Je pense que ça va être difficile de retrouver les 30 000 quand même en 2023. On verra ça. Moi, en tout cas, vous le savez, c'est sur cette zone jaune où je vais rentrer. On voit que j'ai 5 cartouches qui sont à peu près sur ces niveaux où je vais vouloir rentrer avec un petit peu plus, on va dire, d'agressivité, puisqu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, moi, je suis très peu exposé en crypto. Si on enlève les stablecoins, bien sûr, j'ai que 10 000 $ d'investis, qui aujourd'hui ne sont plus de 6 000, puisque j'ai perdu 40% sur mon portefeuille, et c'est très peu, hein, 40% sur mon portefeuille long terme. La plupart des portefeuilles ont perdu 90%, si ce n'est 100%. Donc, pas de souci, mais je remettrai en gros des bonnes cartouches de 10 000 vers ces prix-là. Est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, on va être bon. On a couvert ça, et puis après, on fera nos petits ajustements tout au long de l'année, puisque du coup, l'année prochaine, en attendant de vous poser vos éventuelles questions, pardon, l'année prochaine, la semaine prochaine, je me suis dit, pas de webinaire, juste une petite semaine cool pour préparer Noël et finir, je veux dire, de profiter de Noël et préparer le nouvel an. Je n'ai pas envie de vous ennuyer avec un webinaire. Voilà, profitez de vous. Profitez de prendre du temps pour vous. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que c'était assez clair. Je vous souhaite un excellent Noël ce week-end. Profitez-en pour décompresser, déconnecter un petit peu des marchés pour revenir très en forme en janvier. Profitez-en en revanche, peut-être pour regarder les webinaires que vous avez loupés et prendre les bonnes résolutions 2023 où on va décider de bien se former cette année. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup d'être aussi nombreux et à plus sur YouTube.